Hervé Mazurel, alors nous allons commencer par le corps, en ce qui concerne les notions. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on a l'impression, on ne va pas entrer là dans les détails, disons, de votre formation, je renvoie à la biographie qui précède, mais il semblerait que le corps, c'est un sujet qui vous est venu très tôt, très vite, puisque en 99, lorsque vous débutez votre maîtrise, vous dites l'articulation du corps et de l'histoire, c'était là où j'ai senti que je devais me situer. Alors, vous avez expliqué de nombreuses fois que c'est la lecture de Nietzsche qui vous avait mis, disons, dans le sillon de ce que peut un corps et de ce que doit être l'importance du corps dans la recherche historique. Mais quand vous dites dès 1999, c'est vraiment quelque chose que vous avez ressenti comme tel ? Oui, c'était un moment où je doutais beaucoup de la discipline dans laquelle j'allais finalement travailler. Et j'ai hésité entre la philosophie et l'histoire. Et j'étais très attaché à toute une tradition philosophique un peu minorée, mais enfin, des grands auteurs, mais qui valorisait justement le corps, le sensible, un peu à contrario de la tradition transcendantale dominante. Et du coup, j'ai tout un fil qui court depuis Épicure, Lucrèce, Montaigne, Spinoza, Hume, et jusqu'à Nietzsche, qui parle justement de la grande raison du corps. Et c'est vrai que la réévaluation du corps et du sensible par Nietzsche dans la philosophie occidentale a été quelque chose de décisif pour moi. Et à ce moment-là, j'étais plus avancé dans mes études d'histoire, et donc je cherchais un peu. Voilà. Et du coup, je suis allé vers des auteurs qui étaient nietzschéens par plein de côtés. Foucault, Deleuze, Clément Rosset, c'est des gens que je lisais à l'époque. Et évidemment, voilà, j'ai proposé à mon directeur de maîtrise un sujet sur le rapport entre Foucault et les historiens, et sur surveiller et punir, sur la question du corps discipliné, du corps assujetti, la production d'un corps docile en quelque sorte, par les institutions, pas seulement la prison, mais par les hôpitaux, par les institutions, les casernes, les écoles, les lycées, produire des corps dociles, assujettis, pour gérer les foules qui sont dans ces espaces, dans ces institutions-là, dans ces lieux. Et je découvrais du coup en 1999, au moment où je faisais ma maîtrise à Nanterre, que le corps est tout imprimé d'histoire et que le corps est profondément politique aussi. Et ça a été pour moi quelque chose de décisif. Voilà. Et finalement, j'ai jamais cessé de travailler ce sillon-là. Alors, est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par historien du corps? En général, vous rajoutez historien du corps et des affects. Mais puisque nous traitons de la notion corps, qu'est-ce que ça veut dire précisément, historien du corps? Alors, il y a beaucoup de manières de pratiquer l'histoire du corps. Ce qui m'a d'abord interpellé, c'est la question de la disciplinarisation des corps, le dressage des corps sur le temps long. Comment s'est imposée la rectitude du corps, avec d'ailleurs une vision morale. La rectitude physique est censée apporter aussi la rectitude morale. Donc toute cette tradition, travaillée par Foucault, mais aussi par quelqu'un comme Georges Vigarello dans Le corps redressé en 1978. Donc toute cette question du dressage des corps dans toutes sortes d'institutions dont je parlais, notamment dans l'institution militaire, m'a intéressé. Et puis ensuite, j'ai découvert, parce que je lisais toujours aussi beaucoup d'ethnologie, d'anthropologie, de sociologie à côté, en lisant Marcel Mauss, qu'au fond, Marcel Mauss dit qu'il n'y a pas de façon naturelle chez l'adulte. C'est-à-dire que, au fond, tout notre corps, il obéit à un certain nombre de techniques, marcher, courir, nager, manger, même dormir, même les positions du sommeil ne sont pas naturelles, elles sont façonnées socialement et culturellement. Et là, cette idée des techniques du corps, des gestes corporels qui sont façonnés par la culture, par le social, alors ça signifie que ces techniques du corps se transforment à travers le temps. Et ça m'a aussi profondément intéressé. C'est une manière de l'histoire du corps-instrument, en quelque sorte. Mais il y a encore bien d'autres choses. Donc il y a l'histoire des postures, il y a l'histoire des gestes. Dans l'histoire des gestes, il y a quelque chose que j'ai découvert plus tardivement, mais qui me fascine, qui vient plutôt de l'histoire de l'art. C'est Aby Warburg qui raconte ça, c'est-à-dire comment des gestes se transmettent de génération en génération sans qu'on puisse dire d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'on produit, notre corps est plein d'histoires, et parfois il y a des millénaires qui nous traversent. Il a montré notamment dans son fameux, autour de son travail autour de l'Atlas Mnemosyne, comment
certains gestes, par exemple dans la culture napolitaine contemporaine qu'ils connaissaient bien. On retrouve des gestes qui viennent de l'Antiquité gréco-romaine, hein, qui se sont un peu transformés, mais qui en quelque sorte font affleurer l'Antiquité. Oui, ça d'accord, mais vous connaissez bien Georges Didier Huberman qui a travaillé sur les gestes de soulèvement. Oui, effectivement, s'inspirant de Warburg, vous pouvez trouver des gestes de soulèvement qui iraient, disons, de l'Antiquité à nos jours, de même que vous pouvez trouver des pleureuses autour d'un cercueil, des lamentations, etc. Mais ça ne nous dit pas cela, comment le corps incorpore son environnement, son époque, son temps, et qu'est-ce qui fait que le corps peut être objet d'histoire au sens où il serait le révélateur, enfin, d'une historicité radicale, comme disait Foucault. Mais j'ai un petit peu un problème avec cette notion d'historicité radicale, parce que soit tout est discontinuité, soit il y a un jeu constant entre la discontinuité et la continuité, et là vous venez de révéler, disons, du côté du corps, les invariants, enfin un certain nombre d'invariants. Mais quand vous vous intéressez, par exemple, je vais préciser ma question, vous avez travaillé là-dessus, vous parliez du corps redressé, vous avez travaillé sur les masculinités en guerre, sur le corps virilisé, enfin tel qu'il a été, non pas instruit, mais enfin si, on peut employer cette expression, disons dans l'histoire. Qu'est-ce qui fait que, j'en viens à l'image dont je vous parlais tout à l'heure, qu'un corps de militaires dans les tranchées du Donbass aujourd'hui va être différent d'un corps de, prenons, Charles Péguy dans les tranchées avant sa triste mort ou tous les anonymes de la guerre de 14. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que voir ce que je voulais... Je réponds juste d'abord au début de la... Je parle pas d'invariant, mais quand je prenais l'exemple de Warburg, mais par contre des choses de mémoire de très longue durée. C'est presque un temps anthropologique de très longue durée. Mais c'est pas pour autant des invariants, c'est-à-dire qu'on a affaire à des continuums en transformation. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, je ne crois pas non plus beaucoup aux discontinuités radicales foucaldiennes, mais plus à ce que décrit Norbert Elias, c'est-à-dire des processus de transformation permanente sur un fond de continuité, de ressemblance, mais des mœurs qui évoluent, se transforment. Pour les masculinités en guerre, Stéphane Audouin Rousseau, qui a beaucoup travaillé sur la question de la corporité du soldat, a montré par exemple comment au XIXe siècle le combattant est redressé. C'est un combattant redressé. Alors il y a pour des raisons techniques parfois, c'est parce qu'il faut recharger son fusil, etc. Mais aussi parce que le champ de bataille est beaucoup moins létal, beaucoup moins dangereux qu'aujourd'hui. Et comment, avec la Grande Guerre, on passe d'un combattant redressé à un combattant prostré. C'est-à-dire que face au mur de balles, face à la guerre industrielle, face aux mitrailleuses, face au bombardement massif, tout d'un coup, le soldat ne peut plus faire la guerre à festa d'autrefois, la guerre glorieuse, debout, charge de bête. On est obligé sans arrêt de se prostrer, de s'affaisser, etc. Donc c'est un corps du soldat qui est en pleine transformation. Il y a une révolution là très, très intéressante à regarder sur le temps long. Les codes de masculinité virile eux-mêmes se transforment. Il y a en Europe, c'est Georges Mossé, l'historien que j'aime beaucoup, a beaucoup travaillé, notamment dans un livre qui s'appelle L'image de l'homme, l'invention de la virilité moderne, a montré que le soldat a été longtemps l'idéal type en Occident, en Europe occidentale, un peu le modèle idéal de la masculinité, et notamment après au moment des guerres napoléoniennes, mais sur le long 19e siècle. Alors, valorisation de la musculature, de l'uniforme, des médailles, des cicatrices, il y a le soldat, mais il y a le duelliste, il y a pas mal de figures comme ça, avec des contre-types de l'homme efféminé qui est le repoussoir, et comment en même temps ce modèle militaro-viril continue de travailler très longtemps l'histoire européenne, mais qu'avec la Première Guerre mondiale, puis la Seconde surtout, il y a quand même quelque chose qui s'affaisse, et notamment qui s'affaisse en France ou en Angleterre, beaucoup moins dans la société allemande notamment, du côté du fascisme en général, en Italie aussi, comment en fait ce modèle du guerrier idéal, de la sacralisation de l'uniforme, de l'expérience combattante, de l'engagement volontaire, se perpétue. Et je pense qu'à l'Est, autant dans les années 50-60, ce modèle, ce militaro-viril
s'affaisse, pas complètement, mais s'affaisse, pas dans tous les milieux, mais quand même est en perte de vitesse avec la démilitarisation de nos sociétés européennes, et puis jusqu'à la disparition du service militaire. Donc il y a quand même quelque chose qui se dissipe, et si vous demandez à un jeune homme aujourd'hui de lui dire quel est le français qu'il préfère, son français idéal, c'est pas un militaire. Alors que dans les années 50, c'était encore, on citait des chefs militaires, c'était ça, les grandes figures idéales, les grands héros, c'était les chefs militaires, ça n'allait plus du tout. Je pense qu'à l'Est, et notamment en Russie aujourd'hui, ce modèle militaro-viril qui était partagé complètement dans l'espace soviétique comme dans l'espace, ça Georges Mousset l'a très bien montré, dans le monde communiste ou dans le monde libéral, on avait quand même un fond de masculinité commune qui était, et je ne pense pas qu'à l'Est du tout se soit effondré, ce modèle-là. Donc tout dépend des espaces, tout dépend des milieux, je suis bien d'accord. Voilà, mais ça, c'est une manière de montrer qu'il y a, en fait, il y a des rythmes différents selon des régimes d'historicité différents. Ouais, c'est ça. Et donc, quand on s'intéresse à l'histoire du corps, on fait souvent une histoire de longue durée, voilà, qui est quand même là, par exemple, sur la sacralisation du soldat, du modèle idéal, du guerrier idéal. Ça naît à peu près avec l'avènement du citoyen soldat, au moment des guerres de la Révolution française et de l'Empire. Avant, les armées étaient essentiellement des armées de mercenaires, sauf les officiers, mais du coup, la soldatesse n'était pas particulièrement idéalisée, mais avec la Révolution française, avec les soldats citoyens qui vont devenir la norme progressivement en Europe, la figure des engagés volontaires, qui est là pour le coup la figure absolue, des engagés volontaires nationaux mais aussi internationaux, ce modèle-là va se perpétuer, mais va aussi s'affaisser dans la seconde partie du XXe siècle, sur le second versant du XXe siècle. Donc ça, c'est typique d'une histoire du corps combattant, pour le coup. Corps combattant. Alors, il semblerait que vous avez plus travaillé sur le corps masculin que sur le corps féminin. Oui, et je compte bien je compte bien me rattraper parce que pourquoi sans doute oui, de fait quand on choisit ses objets, notamment quand on commence sa carrière, on a besoin d'une espèce de connivence, je pense, avec ces objets, et donc c'était plus facile pour moi de travailler sur l'histoire des masculinités, mais l'histoire des masculinités, c'est bien le concept de genre comme ça, c'est-à-dire que quand on travaille sur les masculinités, on travaille aussi sur les féminités, c'est-à-dire que la différence sexuelle, la construction sociale et culturelle de la différence des sexes fait qu'on travaille sur les deux pôles en permanence, c'est-à-dire que les deux pôles réagissent. C'est-à-dire que l'affaissement du modèle militaro-viril dont je parlais va aussi, bien sûr, avec l'émancipation féminine, avec la libération des femmes dans les années 60-70, avec d'autres modèles de masculinité qui surgissent dans des milieux qui sont pour le coup pas du tout militaires, mais les mouvements de jeunesse, punk, hippie, etc., ont bouleversé aussi un certain rapport au masculin, aux manières de se signifier dans l'espace social comme masculin. Tout ça change, tout ça se transforme, et sous l'influence aussi de l'évolution de l'autre sexe. Vous savez, David Le Breton a écrit un livre, j'ai oublié la date, mais enfin qui n'est pas très vieux, qui s'appelle L'adieu au corps, qui est peut-être un livre, je crois, qui essaie de montrer que les nouvelles technologies induisaient une sorte de mise à distance, disons, de la corporéité, du rapport à l'autre, tout simplement, parce qu'on était plus proche de ses écrans et de son smartphone que de la parole directe ou du corps présent devant soi. Je me sens très en phase avec le travail de David Le Breton. Je l'ai beaucoup lu depuis très longtemps. Je trouve qu'il a exploré le corps dans toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions, et de manière très fine. Il vient de la sociologie interactionniste, de l'interactionniste symbolique de Goffman, de Howard Becker, des gens que j'aime beaucoup. Et j'ai lu beaucoup de ses livres. Je suis très en phase avec ce qu'il dit, et notamment avec son option initiale, qui est de dire « nous n'avons pas un corps, nous sommes notre corps ». Et donc c'est de sortir du dualisme âme-corps ou corps-esprit, ou l'organique et le psychique, de dire nous sommes notre corps, et donc de penser, ce que j'essaye de faire aussi, je crois, c'est-à-dire de penser le corps, les affects et la psyché, le psychique, comme un continuum, pas du tout dans une pensée dualiste, disjonctive du corps et de l'esprit, ou du corps et de l'âme. Et ce qui, j'ai été très frappé aussi pendant la pandémie, parce que ces questions-là m'ont intéressé. Voilà. Oui, vous avez écrit sur le toucher. Voilà, sur le toucher et sur le masque aussi, dans un petit texte qui s'appelle La société du masque, justement sur la façon dont la pandémie bouleversait d'abord toutes nos interactions quotidiennes, nos manières de nous saluer, de prendre congé, la distance corporelle que nous maintenons les uns avec les autres.
autres, avec la peur de la fausse note, trop proches les uns des autres, avec toute une espèce de... Toutes nos partitions sociales ordinaires, tout ce qui fonctionnait sans même qu'on y pense, tout ça a été dérouté, bousculé par la pandémie. Et donc c'est très intéressant parce que toutes les mises en jeu du corps dans l'espace social se sont trouvées transformées. Et on se posait tous la question, il va falloir se la poser encore, de savoir jusqu'où, parce que du coup le mur entre les corps n'a pas cessé de croître pendant la pandémie, sur la distanciation sociale, etc. Même à l'intérieur de la famille, avec ses parents, etc. Voilà. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Est-ce que c'est cette distance des corps croissante et cette solitude accrue aussi, parce que de fait on a moins d'étreinte, la chaleur humaine a perdu un peu voilà, il y a moins de présence des corps, et puis on s'est habitué à faire court ou à se voir à travers Skype, FaceTime, Zoom et Teams et j'en passe. Et puis certains se sont installés un peu là-dedans, et avec parfois, notamment chez les plus misanthropes, c'est un certain bonheur de ne pas être en présence du corps de l'autre, quand on est en présence du corps de l'autre, dans l'interaction de face à face, comme dit Goffman, on n'arrête pas d'avoir des ratés. Hein. C'est-à-dire qu'on peut rater plein de choses. On trébuche, on est maladroit, on rougit, voilà, donc se protéger des dangers de l'interaction et de la perte. On peut perdre la face facilement quand on est dans une interaction sociale. Hein. Se protéger de ça, ça rassure pas mal de gens. Hein. Et donc, est-ce qu'on va vers une dépersonnalisation en quelque sorte des rapports humains? Est-ce qu'on va vers une désensualisation des rapports humains? Est-ce que la pandémie va accélérer cette pente? Qu'il a l'air déjà de souligner dans La Vie au corps, qui est déjà un livre qui a une bonne trentaine d'années. Hein. Ah oui, je pense au moins, c'est un de ses premiers livres. On peut le penser. Voilà. Après, je suis historien, je fais pas de prospective, mais il y a quand même, quelque chose que je trouve inquiétant parce que voilà, je pense que il y a des souffrances psychiques qui accompagnent cette désensualisation des rapports humains, cette désaffection en quelque sorte des relations sociales. Je pense que derrière tout ça, il y a des souffrances, des solitudes accrues, et puis une peur de l'autre plus importante qu'autrefois. Voilà. Alors, c'est peu commun, mais vous êtes un historien musicien. Je ne sais pas où en est votre groupe musical. Je crois que vous avez un peu pris de recul et de distance, mais toujours est-il que vous avez participé longuement à un groupe musical qui allait régulièrement en tournée. Et cette phrase m'a frappé lorsque vous avez rapporté cette expérience. Vous avez écrit à propos de ce groupe, on le devine, le corps est partout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, disons, cette expérience collective du groupe musical a compté pour vous dans votre manière d'appréhender l'histoire du corps. Oui, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, quand vous êtes dans une pratique... c'est en faisant des sciences sociales, en m'intéressant beaucoup au corps, que mon regard s'est aiguisé sur mon propre groupe. C'est-à-dire qu'à un moment, à la fois je jouais, mais j'observais aussi beaucoup. Et donc c'est un groupe qui s'est un peu métamorphosé, mais qui a quand même duré 20 ans, qui a beaucoup tourné. Donc à la fin, les musiciens, on a vécu quasiment 15 ans ensemble, à jouer 2 fois par semaine, un week-end par mois. Donc à la fin, vous vous connaissez très bien. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup... il y a tout un tas de savoir-faire qui s'installent, des choses qui n'ont même pas besoin d'être dites dans un groupe. C'est-à-dire que voilà, on aimait jouer toujours un peu avec les mêmes genres plutôt avec peu de lumière, dans le fond du temps. C'est-à-dire qu'on n'aimait pas les métronomes trop rudes. Donc à un moment, c'est une manière de sentir le temps lui-même, le temps de la musique ensemble, de faire corps. Et à la fin, c'est-à-dire que vous savez exactement à celui qui tape du pied ou qui ne tape pas du pied, c'est pas bon signe, à moindre clin d'œil, un haussement d'épaule, des choses comme ça, très très fines, très, très discrètes. Et on est dans un espace-temps circonscrit. Voilà, circonscrit. Mais vous savez ce qui est en train de se passer, est-ce que le groupe, ou est-ce qu'il y en a qui ne se sentent pas bien, et parfois vous ne savez pas pourquoi, ça ne marche pas. Et puis certains jours... Tout ça fonctionne magnifiquement et surtout plus vous jouez avec, voilà, il y a des habitus, hein, c'est-à-dire des habitus de groupe, des façons de jouer, des façons d'apprécier, des façons aussi d'accepter un certain nombre d'émotions et pas d'autres, des manières, des intensités aussi de jeu, hein, que vous installez dans le temps et qui deviennent, que vous avez intériorisé, voilà. Et donc un groupe c'est quelque chose c'est un entrelacement affectif incroyable. Et donc le jour où le groupe s'arrête ou se déchire, c'est d'une violence inouïe, parce qu'en fait on est tissé ensemble pendant des années.
Et quand ça s'arrête, une partie du groupe, le groupe s'est divisé en deux plusieurs fois. Quand ça s'arrête, c'est tragique, comme un couple, quoi. C'est à peu près la même. C'est d'une violence assez inouïe, et on ne comprend pas toujours pourquoi au départ, mais c'est parce que, en fait, ces liens se sont tissés durablement des années, et on se connaît comme des frères, quoi, comme des frères. Hervé Mazurel, vous dites souvent que l'articulation du corps, de la civilisation et de la violence a toujours été mon sujet de prédilection. Oui, c'est à la fois une question un peu nietzschéenne dans la généalogie de la morale, mais aussi freudienne dans le malaise de la civilisation. C'est-à-dire, comment, au fond, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question de la régulation des pulsions, des émotions dans le temps, et dans le malaise de la civilisation, ici entendu au sens des obstacles dressés devant la satisfaction des pulsions, de l'agressivité, des pulsions sexuelles, bref, tout le sujet de malaise dans la civilisation. Quel est le coup psychique, c'est la question que pose Freud. Est-ce que le coup psychique de ce dressage des pulsions et des émotions n'est pas trop fort? Et est-ce que les névroses de ses contemporains ne sont pas liées avant tout à ce contrôle trop strict, et notamment la société victorienne, c'est un peu l'acmé de la régulation des pulsions, des émotions, etc. C'est vraiment un moment et notamment pour les femmes. Notamment les interdits sexuels qui pèsent sur les femmes sont inouïs, et je crois que c'est au principe aussi de l'hystérie féminine de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que le poids qui pèse sur la vie sexuelle et les satisfactions sexuelles pour les femmes est juste le poids des interdits. Et donc, du coup, cette question, corps, violence et civilisation, c'est mon affaire. À la fois du côté, on en parlait tout à l'heure, parce que Michel Foucault a travaillé sur ça m'a beaucoup, le dressage des corps, la disciplinarisation des corps, fabriquer des corps dociles, assujettis. Norbert Elias, qui est l'autre auteur qui m'a beaucoup marqué, c'est juste un port du processus de civilisation, c'est-à-dire une histoire sur la longue durée de la maîtrise de l'agressivité, du refoulement des pulsions d'agressivité, et comment des contraintes sociales externes, comment au départ c'est l'État, la montée en puissance de l'État qui met la main sur l'exercice de la violence légitime, qui essaye d'entraîner une pacification de l'espace social, qui va lutter contre la vendetta, les rixes, les duels, pour pacifier l'espace social, mais comment des contraintes sociales externes deviennent peu à peu, pour les individus, des contraintes internes, des autocontraintes. Et ce que dit Elias, au fond, c'est que c'est le surmoi freudien, mais sauf que ce surmoi freudien, c'est le produit d'une très longue histoire. C'est l'inhibition, finalement, de l'agressivité. Et d'un côté, il y a tout ce dressage externe, les contraintes externes, et puis les autocontraintes. Et en même temps, m'intéressent aussi beaucoup les moments, justement, où ces digues qui sont imposées face à la violence explosent. Les moments, justement, de décivilisation ou de brutalisation, comme dit Mossé. Les moments où, justement, les moments des paroxysmes violents, et notamment des guerres, c'est ça qui m'intéresse, c'est le moment où, tout d'un coup, toutes ces digues disparaissent. Pourquoi? Et comment ça a pu se passer pendant la Grande Guerre? Comment, tout d'un coup, tout un tas d'interdits vont être transgressés. Au départ, dans la Grande Guerre, plus de trêve de mort, plus de ramassage des blessés, avant on laissait les prisonniers, notamment les officiers, mais on les laissait libres de leurs mouvements sur parole, ça n'existe plus. On tire sur les aumôniers, on tire sur les infirmiers, sur les docteurs. Qu'est-ce que c'est que ce franchissement des seuils de violence d'avant-guerre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc la question du paroxysme ici, que j'ai travaillé beaucoup avec Quentin Duvermoz et Christian Ingrao, est très importante pour moi. Il me semble que quelqu'un comme Norbert Elias, justement, n'a pas fait suffisamment de place, à force d'étudier, je dirais, la civilisation des mœurs, n'a pas laissé suffisamment de place à l'étude concrète des paroxysmes. Des paroxysmes d'un côté de violence, mais aussi des paroxysmes sexuels. C'est aussi la critique que lui fait Alain Corbin. Et il le fait à tous les historiens. Il dit, au fond, les historiens ne doivent rien refuser de voir, mais alors pourquoi ne s'intéressent-ils pas davantage au paroxysme sexuel, au paroxysme de volupté, de jouissance, mais aussi au paroxysme de violence, aux pratiques de cruauté, avec l'idée, pour prendre l'exemple des pratiques de cruauté, que la violence, même la plus extrême, est encore un langage. C'est-à-dire qu'elle signifie toujours, elle est toujours une symbolique. Des choses qu'ont très bien travaillé Denis Crouzet pour les guerres de religion, Stéphano Maruso sur la Seconde Guerre mondiale, Christian Ingrao sur la première, Christian Ingrao sur la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Alors, en tant qu'historien du corps, comment vous vous situez à
avec la question de l'actualité, parce qu'on a l'impression parfois à vous entendre, quand vous parlez du passé, si je puis dire, vous êtes historien au sens large du terme, mais quand est-ce que vous devenez historien du temps présent? Parce que vous citez Foucault avec l'incorporation des disciplines et les exigences du corps redressées, mais il y a aussi le Foucault et sa suite, si j'ose dire, le Foucault du néolibéralisme, du gouvernement des conduites, de ce qu'on appelle aujourd'hui la société de contrôle. Je prendrais un exemple très simple, ce qu'on appelle aussi la démocratie des nudges, c'est-à-dire le fait d'être accompagné en permanence, disons, pour en quelque sorte nous faire croire que nous nous gouvernons nous-mêmes, ou comme on dit dans la société de l'information, quand vous écoutez Antenne 2 à midi, votre journal, comme si c'était mon journal, comme si on s'adressait à moi, et comme si, etc. Donc il y a là une emprise, disons, du présent, mais vous êtes historien, c'est-à-dire que quand je dis vous êtes historien, je ne renvoie pas systématiquement à un passé lointain, mais c'est pour conclure et rebondir là-dessus, vous avez dit des aventures du corps, les historiens en savent bien plus long qu'hier. Quand se termine, enfin pour l'historien, hein, je ne dis pas les aventures du corps, parce que est-ce que vous avez le recul suffisant pour nous parler de la société de contrôle, du gouvernement des conduites et du néolibéralisme aujourd'hui? Alors, évidemment, vous connaissez les historiens, et encore, c'est que je suis au départ un historien du 19e siècle et du long 19e siècle, donc je m'autorise parfois, notamment, à aller dans l'entre-deux-guerres, etc. Mais je suis évidemment plus mal à l'aise quand il s'agit d'aller sur le temps présent, parce que c'est pas au départ ma spécialité, donc je m'y risque pas toujours volontiers, seulement quand je ne peux pas faire autrement. Mais pour reprendre le cas de Foucault, ce qui était intéressant dans ma maîtrise, justement, je travaillais sur le dialogue impossible entre les historiens et Foucault. Et Foucault a dit au fond que ces livres, que la vérité de ces livres se situait dans l'avenir. C'est-à-dire qu'à un moment, il présente les prisons panoptiques comme un modèle qui travaille les sociétés européennes du 19e siècle, et les historiens disent, mais les prisons panoptiques, dans ce modèle parfait où on peut gérer une masse de prisonniers avec très peu de moyens et très peu de personnes, bref, selon un plan architectural précis, ce modèle-là, on ne le trouve pas au 19e siècle, ou très peu, il est assez peu présent. Il dit, mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que je mets le doigt sur un principe qui va aller croissant dans les sociétés européennes. Et qu'est-ce qu'il a derrière l'idée? C'est que derrière les murs, il va y avoir les barbelés. Après les barbelés, il y aura les rayons infrarouges. Après les rayons infrarouges, il y aura les empreintes digitales, la société de contrôle. Et puis, bien sûr, tous les débats qu'il y a autour des caméras et de la présence croissante des caméras dans l'espace public, et qui fonctionnent selon le modèle panoptique, c'est-à-dire de pouvoir voir et contrôler des populations et des corps sans être vus. Et donc, de ce point de vue-là, on peut quand même lui donner un peu raison. Comme je disais, au fond, la vérité de mes livres est dans l'avenir. Peut-être ce qui se passe sous nos yeux pour partir. Et pour revenir à la question passé-présent, les historiens, maintenant, le savent, c'est que nous partons toujours du présent vers le passé, on fait une histoire régressive, avec l'idée de faire une généalogie du monde dans lequel on est, mais du coup, il n'y a pas d'un côté le passé qui serait mort et qu'on pourrait autopsier, et puis un présent qui serait le présent vif. Les historiens posent toujours au passé des questions qui sont celles de leur temps. Et c'est comme ça que l'histoire se renouvelle sans cesse. C'est pour ça qu'aucun dossier n'est clos en histoire. Et c'est pour ça que, par exemple, si vous prenez la question environnementale, aujourd'hui, il y a des gens qui, du fait de la sensibilité écologique montante, revisitent toute l'histoire du 19e siècle. Je pense à François Jarry, notamment, qui est un ami, qui est un très bon historien, et qui revisite toute l'histoire du 19e siècle à travers la question de l'environnement, des pollutions, notamment industrielles. Donc en fait, le présent éclaire toujours le passé, et donc le passé est en mouvement. Et d'une certaine manière, les aventures du corps, elles vont continuer de se déployer. On va sans doute, moi je lis beaucoup les sociologues du corps contemporain, ou les anthropologues du corps, parce que je sais qu'ils ouvrent aussi des questionnaires qui vont me faire réinterroger, parfois, le 19e siècle, avec d'autres lunettes, en quelque sorte. Et donc si vous voulez, aucun dossier n'est clos. En histoire, l'histoire ne cesse de se réécrire. Et je pense que l'histoire du corps, ce sera la même chose. Ça va continuer dans ce sens.